Nous en sommes maintenant à la période de questions de réponse orale et je cède la parole au chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, hier, j'ai questionné le premier ministre sur ses attaques envers ses partenaires économiques et notamment dans le cas des 6 journaux régionaux, La Tribune, Le Nouvelliste, Le Quotidien, Le Droit, La Voix de l'Est, Le Soleil. Et devinez quelle ne fut pas encore la réponse du premier ministre. Il s'est mis encore à attaquer tout le monde. Il a attaqué Québecor, le Parti libéral, la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne, le député de Robert Baldwin. Et tout ça pour défendre sa chicane avec Pierre-Carl Péladeau et ses menaces contre Desjardins de lui retirer des crédits d'impôt. Monsieur le Président, hier, une femme intègre, respectée dans le milieu et que je connais bien, Mme Sylvie Lalande, a dû démissionner de son poste suite aux accusations cavalières du ministre de l'Économie. Au risque de me répéter, Monsieur le Président, chaque fois que le premier ministre attaque, c'est parce qu'il n'a pas de solution concrète à des enjeux qui le déstabilisent. Il cherche alors à dévier le débat. Monsieur le Président, il y a donc urgence d'agir dans ce dossier. L'information locale, régionale est menacée. 350 familles ont un Noël qui est mis à risque. Je repose donc ma question au premier ministre. C'est une chose de faire des menaces auprès de Desjardins, mais qu'est-ce qu'on fait si ça ne fonctionne pas? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, très important que ces 6 journaux régionaux survivent, soient capables de continuer à diffuser de l'information, être capables aussi de présenter une certaine diversité dans les médias. Donc, Monsieur le Président, on a fait des efforts importants. Le ministre des Finances a annoncé un plan de 50 millions de dollars par année pour aider les médias. Évidemment, le ministre de l'Économie suit de très près la restructuration de ces 6 journaux. Oui, il a peut-être un peu insisté sur le fait qu'on souhaiterait que les fonds comme le Fonds de solidarité et Capital régional Desjardins qui ont des crédits d'impôt du gouvernement pour prendre plus de risques, examinent de près ce dossier. C'est un dossier qui est très important. On va le suivre. Et, Monsieur le Président, c'est très important de garder ces médias. On pense par ailleurs que c'est important aussi d'assurer une certaine diversité, que les médias ne soient pas tous contrôlés par le même groupe. Je pensais d'ailleurs que les libéraux avaient déjà émis une opinion dans ce sens-là, mais peut-être que ce n'est plus le cas. Évidemment, il y aura peut-être des changements à la chefferie bientôt. Donc, on a hâte de savoir exactement quelle sera la position du Parti libéral. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, je pense que la chicane, l'insulte, les ultimatums, ça ne fait pas progresser ce dossier-là. Le premier ministre ne veut pas mettre de montant d'argent de plus dans le projet, c'est très clair, même si on entend en passant en coulisses que le ministre de l'Économie pousse très fort pour ça. Il ne veut pas non plus de Québecor, c'est très clair. Mais, Monsieur le Président, le projet de coopérative sans Desjardins, c'est loin d'être certain. Alors, encore une fois, qu'est-ce qu'on fait si les menaces ne fonctionnent pas? On ne peut pas voir ces journaux mourir. Premier ministre. Monsieur le Président, on se souvient que l'ex-gouvernement libéral avait décidé de donner de l'argent cas par cas, entre autres à Martin Cochon à l'époque. Nous, on pense que ce n'est pas une bonne approche d'y aller dans le cas par cas. On pense qu'on doit être équitable envers tous les groupes médias puis d'offrir les mêmes avantages à tous les groupes médias. C'est ce qu'on a fait avec notre plan de 50 millions. Et je pense que c'est la bonne approche. Et maintenant, pour ce qui est du reste, on va suivre le dossier de très près. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, hier, la ministre de la Culture et des Communications a déposé un plan stratégique pour les prochaines années. Dans le document, on retrouve la mise en œuvre de la politique québécoise des médias. Et ce qu'on comprend, c'est que rien n'arrivera avant 2022-2023. Monsieur le Président, doit-on comprendre que, selon le ministère, la CAQ ne fera rien avant au moins 3 ans pour nos médias régionaux? Monsieur le Premier ministre. Je pense que le chef de l'opposition mélange 2 dossiers, l'aide aux médias, puis comment on finance cette aide aux médias. Ce qui est important à court terme, là, c'est urgent, c'est de bien aider les médias. Et, Monsieur le Président,
la contribution qu'on fait comme gouvernement du Québec, c'est 2 fois plus que ce que fait le gouvernement fédéral, qui doit aussi être interpellé dans ce dossier-là. Mais, M. le Président, encore une fois, nous, on pense que c'est mieux d'être équitable et d'offrir la même offre à tous les médias. Troisième complémentaire, la parole n'appartient qu'au chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, 80 des revenus publicitaires de ces journaux se sont envolés en fumée. Monsieur le Président, il y a une solution qu'on connaît tous. Nos entreprises québécoises veulent avoir un terrain de jeu équitable, mais hier, le premier ministre s'est engagé à taxer les géants du Web dès 2020. Peut-il au moins nous réitérer aujourd'hui cet engagement et confirmer que cet argent servira à soutenir l'ensemble de nos médias? Monsieur le ministre des Finances, s'il vous plaît, votre attention pour la réponse. Je vous demande votre collaboration. Monsieur le ministre, vous êtes le seul à avoir la parole. Bon, je veux rappeler à tout le monde la distinction entre la taxe de vente et l'impôt sur les sociétés. Pour ce qui est de la taxe de vente sur les biens intangibles, le gouvernement précédent avait introduit une mesure qui fonctionne. Pour la taxe de vente sur les biens tangibles, le projet pilote ne fonctionne pas et nous nous sommes engagés au prochain budget et de préférence, en collaboration avec le gouvernement fédéral, à charger la taxe de vente québécoise et, si possible, la taxe de vente fédérale sur les biens tangibles. Pour l'impôt des sociétés, ça prend une solution multilatérale, ça passe par l'OCDE, le G20, on travaille avec le Canada, il y aura une solution. Principale, Madame la députée de Saint-Laurent. Un café pour parler de fiscalité au ministre des Finances, dès qu'il est disponible. Dès le dépôt du projet de loi 40, plusieurs groupes ont fait des mises en garde au ministre par rapport à son entêtement à vouloir brasser des structures et surtout s'arroger essentiellement tous les pouvoirs. Dans son empressement, il a oublié l'essentiel, la réussite des élèves et leur épanouissement. Encore une fois, un autre groupe ajoute sa voix. Cette fois-ci, c'est la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Voici une de leurs préoccupations, parce qu'il y en a quand même plusieurs. La Commission s'explique très mal que le projet de loi soit imprécis quant au rôle et responsabilité des principales instances décisionnelles au regard des services offerts aux élèves handicapés ou en difficulté d'apprentissage ou d'adaptation. Le ministre a encore oublié les plus vulnérables. Est-ce que cette fois-ci, il va rajuster le tir plus rapidement? Monsieur le ministre de l'Éducation. Si bien, Monsieur le Président, le projet de loi 40 va permettre de couper dans la bureaucratie, d'éliminer les coûteuses élections scolaires, de remplacer les postes de commissaires par un conseil d'administration qui sera plus représentatif avec des parents, des gens de la communauté avec des profils de compétences et des gens qui sont au quotidien dans les écoles. Et ça, c'est une vraie révolution qui sera très importante, qui va permettre d'avoir à cette instance régionale l'expertise des gens de terrain. Et ça manque cruellement en ce moment. Ma collègue parle de la réussite scolaire. Plusieurs groupes sont venus nous dire que grâce au projet de loi 40, on allait améliorer la réussite scolaire, grâce notamment à une meilleure définition du principe de subsidiarité, c'est-à-dire de permettre à ceux qui sont le plus près possible des élèves de prendre la décision à chaque fois que c'est possible. Pour ce qui est de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, il soulève quelques questions. Certaines sont pertinentes, notamment la question de la consultation des élèves, où, je suis bien content de le dire, dans le projet de loi 40, on impose au conseil d'établissement une nouvelle obligation, celle de consulter les élèves. Je pense que c'est une belle avancée. Première complémentaire, Madame la députée de Westmount-Saint-Louis. Merci, Monsieur le Président. Ce n'est pas une révolution, c'est une abolition. Le CDPDJ s'étonne que le projet de loi ne prévoit pas de sièges réservés des parents d'élèves handicapés. Elle estime nécessaire qu'une représentation juste et équitable soit assurée au sein de conseils d'administration pour faire valoir les besoins des élèves handicapés, notamment concernant les ressources financières. Monsieur le Président, comment le ministre de l'Éducation a pu oublier les élèves handicapés? Monsieur le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, on n'a oublié personne. Et d'ailleurs, plusieurs groupes sont venus nous faire des suggestions, parfois très intéressantes, dans des auditions particulières. On a pris bonne note. On arrivera avec des amendements qui, je pense, vont satisfaire plusieurs des groupes parce qu'on a une vraie écoute et de vrais échanges avec chacun de ces groupes-là. Mais comme ça fait 21 heures qu'on étudie en profondeur chacun des mots, chacune des virgules de l'article 1, sans doute un jour pourra-t-on avancer vers d'autres articles et
déposer de formidables amendements qui démontrent toute l'ouverture qu'on a pour les groupes du Québec. Deuxième complémentaire. J'imagine que vous voulez entendre tant les questions que les réponses. La parole est à vous, Madame la députée. Monsieur le Président, je répète, le CDPDG s'inquiète que le projet de loi 40 demeure largement imprécis sur les rôles et responsabilités des principales instances décisionnelles aux égards des services offerts aux élèves handicapés. La Commission s'inquiète, nous nous inquiétons. C'est une abolition de leurs droits. Le ministre peut-il dire si les parents d'enfants handicapés vont avoir une place autour de la table puis s'il va corriger le tir? Monsieur le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, j'aimerais qu'on s'intéresse à quelque chose qui va venir nous permettre d'augmenter la réussite de tous les élèves et de répondre aux besoins particuliers de certains élèves qui ont des besoins différents des autres. C'est la création d'un nouveau comité, le comité d'engagement vers la réussite, qui a été souligné comme un bon coup par plusieurs des intervenants. La création de ce comité-là, cette instance-là, qui va faire belle place, encore une fois, et enfin, à ceux qui sont dans les écoles, ceux qui s'occupent des jeunes, notamment les jeunes qu'on dit HDA, handicapés ou en difficulté d'adaptation, d'apprentissage. Je pense que la création de ce comité-là et la place qu'on fait à ceux qui les connaissent bien, que ce sont des professionnels, va nous permettre de mieux répondre aux besoins que ce qui se fait actuellement dans le statu quo. Question principale, Monsieur le député de Néligan. Monsieur le Président, aujourd'hui, j'aimerais vous raconter une histoire. L'histoire d'un ministre qui est responsable de l'immigration qui ne livre pas ses promesses. En février dernier, lorsque le ministre a présenté son projet de loi 9, il a eu du mal à expliquer pourquoi il souhaitait éliminer les 18 000 dossiers qui étaient en attente de traitement. Après que des citoyens se soient insurgés de la décision arbitraire du ministre, les tribunaux ont dû imposer une injonction pour continuer le traitement des dossiers. En juin dernier, il nous a bâillonnés pour adopter son projet de loi. À court terme, le ministre s'engageait à traiter en priorité les 3 700 dossiers de personnes qui sont sur le territoire québécois. Le tout en 6 mois. Eh bien, nous y voilà, Monsieur le Président. Le 6 mois est passé. À ce jour, 3 700 personnes n'ont pas reçu de réponse. Est-ce que le ministre de l'Immigration peut-il nous informer aujourd'hui pourquoi il n'a pas respecté sa promesse? Mieux, peut-il expliquer à Adam, à Yousra et à Alaoui, présents dans les tribunes, pourquoi le ministre de l'Immigration, à vous la parole. Alors, Monsieur le Président, c'est important la question que le député de Néligan pose parce que, justement, on respecte notre engagement. Lorsqu'on était au mois de juin dernier, j'ai inséré un amendement dans le projet de loi pour faire en sorte que les personnes qui étaient présentes au Québec, donc 3 700 dossiers qui avaient été déposés, on avait dit qu'elle allait être invitée à déposer une déclaration d'intérêt dans ARIMA. Et c'est ce que nous avons fait. Mais ce que nous faisons, Monsieur le Président, pour permettre aux gens de s'inscrire dans ARIMA, c'est que nous invitons par phase. Donc, il y a eu déjà plusieurs invitations qui ont été faites. Il y en a une qui va avoir lieu la semaine prochaine, dans 2 semaines, au mois de décembre, et il y en a une autre qui va avoir lieu en janvier. En janvier, ça sera la dernière, Monsieur le Président. Mais on a invité toutes les personnes qui se sont inscrites, qui ont déclaré leur intérêt dans ARIMA, et on respecte notre engagement, Monsieur le Président. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y avait certaines personnes qui n'étaient pas inscrites dans ARIMA, donc on n'avait pas la possibilité de les inviter. Donc, on laisse le délai nécessaire à toutes ces personnes pour pouvoir s'inscrire, déposer leur candidature et qu'on puisse les inviter par la suite. Moi, je pense que cette façon de procéder-là permet justement à tout le monde qui était présent sur le territoire québécois de déposer leur dossier pour faire en sorte qu'ils aient la possibilité d'être invités conformément à l'engagement du gouvernement, conformément à l'engagement que j'ai fait dans le cadre du projet de loi 9. Et d'ailleurs, je vais offrir cette possibilité-là, mais le Parti libéral a décidé de refuser de l'appuyer. S'il vous plaît. On est attentif aux questions, bien sûr. Il faut être attentif aux réponses aussi. Monsieur le député Néligan, vous êtes le seul à avoir la parole à ce moment-ci. Monsieur Alaoui, dans les tribunes, m'a écrit pour me lancer sans cri de cœur. Une des victimes de la loi 9. Il est venu plein d'ambition et s'est inscrit dans un domaine de formation, on demande la boucherie. Il a étudié, travaillé et complété son stage de fin d'études. Et il a effectué son parcours sur le site ARIMA. Mais à ce jour, il n'a toujours aucune réponse. Aujourd'hui, M. Alaoui a respecté les règles et il a le droit à une réponse. Le délai maximal est expiré. Est-ce que le ministre de l'Immigration peut s'engager à rencontrer M. Alaoui et traiter son dossier avant le temps des fêtes? Monsieur le ministre de l'Immigration, en réponse. Monsieur le Président, ça va me faire plaisir de rencontrer M. Alaoui, que je salue d'ailleurs. Et Monsieur le Président, c'est important de réitérer ce que j'ai dit. L'ensemble des personnes, des 3 700 dossiers qui étaient présents sur le territoire québécois, doivent remplir une déclaration d'intérêt dans ARIMA et par la suite, on les invite, Monsieur le Président. Donc, avec toutes les invitations qu'on a faites depuis le mois de septembre, Monsieur le Président, c'est pas tout le monde qui s'était inscrit. Alors, ce qu'on a fait, on y va par vague d'invitations. Donc, à partir du moment où le dossier est complet de la personne, qu'elle répond aux critères, on l'invite
à déposer sa candidature et à être sélectionné, Monsieur le Président. Je ne peux pas être plus clair que ça. Il n'y a personne qui est laissé pour compte. On respecte l'engagement que nous avons pris et j'aurais apprécié que le Parti libéral m'appuie dans cette démarche au mois de juin dernier. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Néligan. Monsieur le Président, le ministre doit donner des réponses. Il s'est engagé lui-même qu'avec Arima, le délai serait de 6 mois. On ne parle plus du passé ni du futur. On parle d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, les délais sont expirés. Ils ont tout fait, les 3 personnes en haut. Ils ont tout fait, Monsieur le Président. C'est lui l'unique responsable de la situation. Aujourd'hui, il y a 3 personnes dans les tribunes qui sont venues le rencontrer. Je lui donne l'occasion, une dernière fois, de leur offrir les réponses auxquelles ils ont droit. Va-t-il assumer ses fonctions ou va-t-il encore une fois décevoir des personnes dont la vie est en suspens? Monsieur le ministre de l'Immigration. Bien, Monsieur le Président, le député de Néligan enfonce une porte ouverte. Le délai de 6 mois est à partir du moment de l'invitation. Alors, ce que nous avons fait des vagues. S'il vous plaît, je vais vous demander le silence. C'est important pour les questions, mais c'est aussi important pour les réponses. Collaboration de tous, on en a convenu. Monsieur le ministre, poursuivi, vous êtes le seul à avoir la parole. Oui, Monsieur le Président, je ne peux pas être plus clair. C'est 6 mois à partir de la date d'invitation. Ce qu'on a fait, on a segmenté les invitations pour permettre à toutes les personnes immigrantes de s'inscrire dans Arima, Monsieur le Président. C'est ce que j'ai dit au mois de juin, c'est ce que nous avons fait depuis le mois de septembre pour permettre justement que les dossiers soient complets. Donc, à partir du moment où le dossier est complet, la personne est invitée. Il reste 2 phases d'invitation pour les personnes qui étaient ici présents dans les 3700 dossiers. Nous respectons notre engagement et je peux rassurer les gens, si leur dossier est complet, ils seront invités dans les vagues d'invitation, n'en déplaise au député de La Fontaine. Question principale, s'il vous plaît. Je vous demande encore une fois d'éviter de vous interpeller, mais surtout d'être attentif aux questions. La parole appartient maintenant au député. Monsieur le leader du gouvernement. Mais, écoutez, Monsieur le Président, je pense que vous avez souhaité avoir un certain décorum en cette Chambre. Le député de La Fontaine m'interpelle précisément avec un terme, Monsieur le Président, qui est... Je vais vous demander, je vais faire un rappel. Je vais vous faire un rappel. Monsieur, s'il vous plaît, je vous demande d'éviter de vous interpeller. Ce n'est pas ce que nous souhaitons. Monsieur le leader d'opposition officielle, je n'ai pas besoin, c'est clair, j'ai tout entendu. Je vous demande maintenant d'être attentif à la question du député de Jonquière. Monsieur le député de Jonquière, vous êtes requis pour une question et la parole vous appartient. C'est moi, oui. Merci, Monsieur le Président. Alors, 4 anciens ministres, les grands industriels, les PME, les consommateurs, la FADOC, les experts, tout le monde l'a dénoncé. On le sait, le projet de loi 34, c'est une taxe déguisée qui va servir de vache à lait à Hydro-Québec. En plus, en modifiant le rôle de la régie, on ne saura même plus à combien les trop perçus vont s'élever. Les partis d'opposition ont fait toutes sortes de propositions pour offrir des sorties honorables au gouvernement afin de rembourser, d'une part, une tranche de 500 millions et, d'autre part, modifier le rôle de la régie ultérieurement. Mais le ministre s'entête et on parle maintenant d'un bâillon. Je tends aujourd'hui la main au ministre, encore une fois, dans un ultime effort pour que les parlementaires puissent faire leur travail dans l'intérêt public. Est-ce que le ministre va accepter cette main tendue et scinder le projet de loi pour que les 500 millions soient retournés rapidement aux consommateurs et qu'on puisse prendre le temps, plus tard, d'analyser les modifications à la régie? Monsieur le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. Oui, merci, Monsieur le Président. J'accueille favorablement la question de mon collègue de Jonquière. Effectivement, ça fait 110 heures qu'on est en étude du projet de loi 34 avec les partis d'opposition et avec toute leur collaboration. Et honnêtement, ce que j'en retire, moi, personnellement, c'est une franche camaraderie suite à ce processus-là. Mais au-delà de la franche camaraderie, ce que j'observe, c'est qu'on a adopté un seul article après 110 heures. Ce que j'observe aussi, le député de Jonquière mentionne en réalité qu'on doit continuer les discussions. Je n'ai pas eu l'occasion d'en discuter avec lui dans les 2 dernières semaines en commission. J'aurais aimé le faire. Et bien honnêtement, Monsieur le Président, ce que fait le projet de loi... Monsieur le leader du 3e groupe d'opposition. Oui, merci, Monsieur le Président. Le ministre est au courant. On ne peut pas invoquer l'absence d'un collègue lors d'une commission parlementaire. Alors, je demande de retirer. Ni directement. Moi, je veux dire, j'ai compris qu'il n'a pas pu discuter. J'ai pas eu la notion d'absence proprement dite dans le contexte. Non, mais c'est ce que je comprends. Monsieur, continuez. Monsieur le leader du 3e groupe d'opposition. Monsieur le Président, il ne peut pas le faire directement ni indirectement. Je n'ai pas pu échanger avec lui. Qu'est-ce que ça suppose? C'est une absence.
Demandez la prudence, Monsieur le ministre. Je vous rappelle et je vous appelle à la prudence pour éviter les perceptions. Je vous demande de continuer, mais d'éviter de faire attention aux propos tenus. Président, je voulais nullement invoquer l'absence de mon collègue de Jonquière à la commission. Alors, je m'en excuse si c'est interprété comme ça. Maintenant, si on prend le projet de loi 34, il fait trois choses essentiellement. Retourner plus de 500 millions. Plus de 500 millions. Et la proposition du député de Jonquière de scinder le projet de loi, le 500 millions de retour, c'est l'effet, en réalité, de l'adoption du projet de loi. Alors, on ne peut pas scinder quelque chose, c'est l'effet de l'adoption du projet de loi. Sans modifier la tarification d'Hydro-Québec, on ne peut pas retourner le 500 millions. Alors, pour nous, un retour de 500 millions, un gel tarifaire, une hausse à l'inflation. Question complémentaire, Monsieur le député. Vous êtes le seul à avoir la parole. Oui, Monsieur le Président. 3 bâillons en 6 mois. C'est devenu une manière de gouverner pour la CAQ, alors que le premier ministre vous disait qu'il voulait faire ça différemment. Ce qui est une exception est devenu la norme. Gouverne par bâillon. Alors, encore une fois, on pourrait tous s'entendre rapidement pour un premier temps, rembourser le 500 millions, le reste, regardez ça plus tard. Une autre fois, Monsieur le Président, est-ce que le ministre et le leader et le premier ministre seraient d'accord? Monsieur le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, à vous la parole, tous attentifs à la réponse. Monsieur le Président, je pense avoir bien répondu aux 500 millions. Le 500 millions, c'est un compte d'écart qui doit être maintenu chez Hydro-Québec si on maintient la méthode de tarification qu'on a actuellement. Impossible de retourner, en réalité, 500 millions si on ne modifie pas la tarification. Donc, à l'intérieur du projet de loi, le 500 millions n'est même pas inscrit en réalité. C'est en réalité la modification de la tarification qui permet de retourner 500 millions à la clientèle. Et ce n'est pas 500 millions, c'est plus de 500 millions à la clientèle, Monsieur le Président. Maintenant, après 110 heures de travaux, on a fait un article. L'article 2, c'est l'article qui vient préciser le taux applicable au tarif L, tandis que l'article 4, l'article 5, l'article 8, l'article 21, qui sont le cœur du projet de loi, on n'a même pas pu en discuter encore. Alors, Monsieur le Président... Monsieur le député, votre complémentaire. Oui, on a fait plein de propositions de sortie honorable au gouvernement. Il les a refusées. Là, on offre une solution qui va plaire à tout le monde et à la population en premier. D'un côté, 500 millions. De l'autre, prendre le temps d'étudier la modification de la régie après les fêtes. Tout le monde serait content, il n'y aurait pas de bâillon, les consommateurs seraient heureux. Est-ce que Noël pourrait inspirer un peu le ministre et accepter notre proposition de main tendue? Monsieur le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, s'il vous plaît. Effectivement, Noël inspire le ministre, comme le mentionne mon collègue de Jonquière. Donc, pour Noël, on va offrir un remboursement de plus de 500 millions à l'ensemble de la clientèle d'Hydro-Québec. On va leur proposer un gel tarifaire pour 2020 et une hausse à l'inflation. Jamais dans toute l'histoire d'Hydro-Québec, la tarification aura été aussi faible en termes d'augmentation avec ces 3 mesures-là. Ça, ce sont les faits. Maintenant, quand on parle de 110 heures de travaux, et j'ai beau réitérer à mon collègue de Jonquière que le retour de 500 millions, c'est l'effet de l'adoption de la loi 34. C'est l'effet de l'adoption de la loi 34. On a eu un débat de scission, on a expliqué ça pendant 2 heures, et malgré tout, on propose encore cette situation-là après multiples explications. Monsieur le Président, on continue de travailler en pleine collaboration avec mes collègues de l'opposition. Question principale, Monsieur le député de Laurier-Dorion. Merci, Monsieur le Président. On le sait, les ministres de l'Habitation de la CAQ jonglent avec l'idée de légaliser les dépôts de garantie. C'est quoi un dépôt de garantie? C'est un ticket modérateur à l'entrée d'un nouveau logement. On dit au locataire, pour entrer ici, il faut que tu avances 1, 2, 3 loyers. Comme si les locataires avaient 2 000 à 3 000 piastres à des lousses. Un Québécois sur 3 vit d'une paye à l'autre, Monsieur le Président. Ces gens-là n'ont pas les moyens d'avancer 3 mois de loyer. Encore moins quand les loyers augmentent plus vite que les salaires, 47% d'augmentation depuis 2000. On parle des Québécois issus de l'immigration, des mères monoparentales, des personnes âgées seules, du million de personnes qui gagnent moins de 15 $ de l'heure. Est-ce que la ministre peut, une fois pour toutes, dire qu'elle ferme la porte à légaliser cette mesure injuste? Peut-elle rassurer les locataires du Québec et leur annoncer qu'elle n'autorisera pas les dépôts de garantie? Madame la ministre de l'Habitation. Oui, merci, Monsieur le Président. Je suis très heureuse d'avoir la question parce qu'en même temps, ça concerne le projet de loi 16 qu'on a adopté dernièrement avec mes collègues. Évidemment, dans le projet de loi 16, on touche la régie du logement. On a discuté également de la possibilité du dépôt garanti. J'ai rencontré mon collègue plusieurs fois, seul à seul, et évidemment, je lui ai dit que pour le dépôt garanti,
On allait faire des analyses, on regardait la situation. Mais ce qui était important, il fallait que ça se fasse en tout respect pour les locataires du Québec et pour les locataires du Québec. Alors, nos rencontres vont continuer. On en a une encore la semaine prochaine. Nous allons discuter pour le dépôt garanti, mais pour d'autres sujets, évidemment. Ce qu'on a dit, nous, c'est que nous n'étions pas prêts présentement pour le dépôt garanti. Par contre, on peut en discuter, on peut se rencontrer, mais ce que je peux dire, c'est qu'avec le projet de loi 16, on a amélioré énormément la situation pour les locataires du Québec. On a eu des félicitations, puis les locataires également sont très satisfaits. D'ailleurs, j'ai gagné le nombre d'heures en commission parlementaire, 152 heures pour ma première année en politique. Je suis très fière de moi. Et le projet de loi 16, je peux vous dire... Non, mais quand même. En terminant. Non, mais je mérite. Première complémentaire. Monsieur le député, à vous la parole. Partout où on a légalisé les dépôts de garantie, les locataires peinent à revoir la couleur de leur argent. En Ontario, le dépôt de garantie est la principale cause des plaintes soumises par les locataires. La Régie du logement connaît déjà des délais de traitement interminables. La ministre est-elle consciente qu'en envisageant de légaliser les dépôts de garantie, elle va annuler les gains de rapidité à la Régie de son projet de loi 16? Madame la ministre de l'Habitation. Merci, Monsieur le Président. Comme je le disais auparavant, je vais continuer de discuter avec les gens en habitation, avec les associations. Je vais avoir d'autres rencontres avec les Frappes Brûlées, RCLAC, la Corpic, évidemment, parce que, évidemment, moi, ce que j'ai demandé, c'est de préciser, d'analyser l'impact qu'aurait un dépôt garanti, autant pour les locataires que les locataires. Alors, ceci étant, nous allons nous rencontrer la semaine prochaine. En toute honnêteté, les locataires, avec le projet de loi 16, sont tout à fait réconfortés. On a mis 33 préposés de plus, 10 régisseurs au Québec de plus. Et évidemment, les pouvoirs des greffiers spéciaux sont augmentés. On va même avoir un bureau à Montréal. Alors, soyez pas inquiets, on va continuer de travailler. Deuxième complémentaire, Monsieur le député. Si les corporations de propriétaires montent en épingle des cas extrêmes de logements saccagés, ça suffit la propagande de dépeindre les locataires comme du monde pas propre. C'est 40% de la population du Québec qui est locataire, Monsieur le Président. C'est ça qu'il y a derrière les dépôts de garantie, c'est le préjugé que les locataires, c'est des gens pauvres et que les gens pauvres ne sont pas capables de s'occuper de leur logement. Dernière chance pour la ministre. Va-t-elle renoncer à cette mauvaise idée qui vise à faire la lutte aux pauvres? Madame la ministre de l'Habitation, s'il vous plaît, tous attentifs à la réponse. Je suis quand même vraiment impressionnée. Je suis même déçue de prétendre que les locataires sont des gens pauvres. Ça me déçoit. Honnêtement, Monsieur le Président, oui, je suis déçue parce que là, on est en train de donner une impression pour les locataires du Québec. Alors, je vais rassurer les locataires du Québec, tous les locataires du Québec. Soyez pas inquiets, vous n'êtes pas des gens pauvres, vous êtes des gens très considérables. Non, mais il faut faire attention quand même. Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition. On prête des motifs indignes aux députés. Monsieur, un instant, je suis encore en ordre. Monsieur le leader, je suis debout, je vais demander de vous asseoir. On va faire en sorte que le calme se rétablisse, s'il vous plaît. Monsieur le leader, rapidement sur le point que vous voulez soulever. Très brièvement, on ne peut pas prêter des motifs indignes aux députés de Laurier-Dorion. Personne ici n'a prétendu que les locataires étaient des gens pauvres. C'est justement l'argument que fait le député en parlant de la mesure du dépôt de garantie. On ne peut pas inverser les propos du député et, ce faisant, lui prêter des motifs indignes. C'est l'article 35 de notre règlement. Monsieur le leader du gouvernement, très rapidement, pour poursuivre la période de questions. Là, Monsieur le Président, là, on n'a pas du tout la même interprétation. Là, c'est pas ce que la ministre fait. Ce que le député de Laurier-Dorion fait, ça lui appartient, c'est dans sa question. Mais là, je pense que le leader du deuxième groupe d'opposition s'énerve un petit peu trop pour rien. Écoutez, non, sérieusement, on comprend l'échange. Le député a mentionné cette idée. La ministre s'exprime sur le même sujet. Je vous demande maintenant de poursuivre sur la réponse. Bon, merci, Monsieur le Président. Alors, comme je le dis, je vais continuer les consultations avec les associations sans problème. Puis quand vous parlez de logement saccagé, c'est vrai, vous avez raison. Puis ça, c'est une partie également que les locataires nous mentionnent, que parfois, ils reprennent des loyers saccagés. Alors, tout le domaine d'habitation... Question principale. Madame la députée de Fabre.
Monsieur le Président, laissez-moi vous raconter l'histoire de la fille d'Isabelle. J'ai rencontré Isabelle et elle m'a expliqué le rêve brisé de sa fille. Elle m'a dit avec émotion que sa fille ne pourrait jamais travailler dans son réel domaine car elle s'est sévèrement blessée en 2015, alors caissière à temps partiel dans une épicerie et payée au salaire minimum. À l'époque, le salaire minimum était de 10,55 $. On le sait maintenant, c'est à 12,50 $. Aujourd'hui, la fille d'Isabelle reçoit seulement 11,61 $ en indemnité de revenus avec la CNESST. Comment expliquer cet écart, un écart qui évolue depuis 1 an? Pourtant, la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, elle est claire. L'indemnité doit être équivalente au salaire minimum et revalorisée annuellement. Comment le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale explique-t-il que l'indemnité de revenus de la CNESST n'est pas indexée à la hausse du salaire minimum chaque année? Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Merci, Monsieur le Président. Malheureusement, je ne connais pas le cas spécifique auquel réfère ma collègue. L'indemnité de remplacement de revenus en vertu de la loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles est équivalente à 90 % du revenu net retenu. Il y a un calcul spécifique qui est prévu dans la loi et ça tient compte évidemment de l'augmentation du revenu de la personne qui subit un accident de travail ou une maladie professionnelle. Donc, la loi sur les accidents de travail et maladies professionnelles n'a pas à être amendée à chaque fois qu'il y a une augmentation du salaire minimum qui, lui, est prévu dans la loi sur les normes du travail. Merci, Monsieur le Président. Première complémentaire, Madame la députée de Fabre. Monsieur le Président, on parle d'une perte de revenus d'environ 15 % sur un revenu annuel de 20 500 $. On parle d'$1 de moins de l'heure. On parle de personnes vulnérables qui font déjà face à l'augmentation du coût de la vie et qui vivent déjà dans la pauvreté alors qu'elles sont blessées au travail. Le ministre s'engage-t-il aujourd'hui, Monsieur le Président, à procéder à l'indexation juste de l'indemnité du revenu? Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Encore une fois, merci, Monsieur le Président. J'apprécie et je comprends la question de ma collègue et on travaille très fort pour sortir les personnes de la pauvreté et s'assurer que nous luttions de façon appropriée contre l'exclusion sociale. Les personnes qui subissent des accidents de travail ou des maladies professionnelles, il y en a malheureusement beaucoup trop au Québec. La loi sur les accidents de travail permet une juste compensation pendant la période d'absence qui découle de cet accident ou de cette maladie et la loi fera l'objet d'une révision en temps opportun. Ma collègue le sait, on réfléchit à une réforme du régime, tant de la loi santé-sécurité que de la loi sur les accidents de travail. Deuxième complémentaire, Madame la députée. Monsieur le Président, cette situation-là n'est pas normale, elle n'est pas unique, c'est la réalité de milliers de citoyens. Voici ce qu'une employée de la CNESST a dit. On croit qu'en haut, ils ne sont pas au courant de la problématique. Plus ça va, plus il y a des cas comme toi. Tu es loin d'être la seule et les écarts continuent d'augmenter. Si tu peux faire circuler cette information publiquement, ça pourrait aider. C'est évident, Monsieur le Président, qu'il y a un malaise. Pour ces personnes vulnérables, le ministre s'engage-t-il à régler le problème maintenant, rapidement? Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Merci, Monsieur le Président. Je m'engage à rencontrer ma collègue, qu'elle m'explique précisément les détails de ce cas spécifique et la réponse qui a été donnée par la Commission des normes équité, santé, sécurité du travail. On va essayer de trouver ensemble une solution qui est convenable, qui est appropriée à la personne à laquelle ma collègue de Fabre réfère. Merci, Monsieur le Président. Question principale, Monsieur le député des Îles-de-la-Madeleine. Merci, Monsieur le Président. Le Québec, on le sait, est une terre d'accueil qui entretient des relations internationales amicales et soutenues avec plusieurs autres nations, dont celles indépendantistes, et plus particulièrement avec le peuple catalan. On réalise depuis plusieurs mois que le Québec n'est pas entièrement libre de rencontrer qui il souhaite sur son territoire. Il n'est pas libre parce que l'ancien président catalan, Carles Puigdemont, se voit refuser l'octroi d'un visa d'entrée sur le territoire canadien et donc québécois. Ottawa empêche l'ancien président catalan de venir rencontrer les Québécois. C'est un appui honteux du Canada envers l'État espagnol qui bafoue les droits et libertés des Catalans et leur droit à l'autodétermination. En octobre dernier, nous avons soumis nos inquiétudes ici en Chambre face aux peines infligées aux élus catalans.
Or, Ottawa se fait complice de Madrid pour traiter comme un criminel un élu qui n'a fait que convier son peuple à se prononcer sur son destin. Est-ce qu'on peut dire que... Madame la ministre des Relations internationales. Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous savez, le Québec a toujours prôné sur la scène internationale des valeurs de démocratie et de respect des droits de la personne et des droits et libertés. C'est exactement ce qu'on fait avec tous les pays, y compris avec la Catalogne et l'Espagne. Maintenant, on souhaite par-dessus tout, et on l'a dit à plusieurs reprises, Monsieur le Président, qu'il y ait un dialogue entre les partis qui soit démocratique pour qu'ils trouvent une solution pacifique aux enjeux qu'ils vivent. Mais c'est le rôle du Québec aussi, ce n'est pas le rôle du Québec, en fait, de s'ingérer dans la politique étrangère. On ne l'a jamais fait, on ne le fera pas. Et c'est dans ce sens-là, Monsieur le Président, qu'on a répondu aux différents enjeux qu'il y a entre la Catalogne et l'Espagne. Maintenant, hier, j'ai aussi rencontré la vice-première ministre, notre première vice-première ministre fédérale, Mme Freeland. On a évoqué ce cas-là avec elle, mais c'est conclu et c'est conçu et c'est aussi compris, Monsieur le Président, que le Québec ne s'ingérera pas dans cette politique internationale. Par contre, on peut aussi démontrer notre scepticisme et parler de notre scepticisme au niveau du refus du Canada de M. Puigdemont. Merci, M. le Président. Complémentaire, Monsieur le député des Îles-de-la-Madeleine. Merci, M. le Président. Moi, ce que j'aimerais entendre la ministre dire, c'est que M. Carles Puigdemont est le bienvenu sur le territoire du Québec. Nous allons déposer aujourd'hui une motion qui dénonce le refus du gouvernement fédéral d'accorder un visa d'entrée à l'ancien président catalan. Est-ce que la ministre peut dire qu'elle est d'accord avec cette motion? Madame la ministre des Relations internationales. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je vais répéter encore une fois qu'on ne s'ingérera pas dans les politiques du gouvernement. On ne s'ingérera pas non plus dans les enjeux entre la Catalogne et l'Espagne. M. Puigdemont a demandé un visa d'entrée de la même façon que n'importe quel autre visiteur aurait pu le demander. Et à ce sens-là, on va laisser le Canada faire son travail et on va laisser le Canada aussi nous donner des réponses à ce niveau-là. Donc, on ne s'ingérera pas là-dedans. Merci, M. le Président. En complémentaire, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Monsieur le Président, la démocratie et la liberté, c'est des valeurs universelles, mais c'est également des valeurs québécoises. Le premier ministre, certes, n'est plus indépendantiste, mais il est un démocrate. Et au nom de cette démocratie, de cette liberté, je lui demande d'appuyer notre motion qui vise à ce qu'un honnête homme puisse venir livrer son message au Québec. Il en va de notre capacité d'accueil des démocrates du monde qui ont un message à livrer. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, je pense qu'à cette étape-ci, on a dit ce qu'on avait à dire et on a demandé à Justin Trudeau d'expliquer sa décision. Donc, je sais qu'il y a des amis du Parti québécois, le Bloc, Ottawa, qui vont avoir l'occasion bientôt de pouvoir poser des questions. Mais moi, ce que je souhaite, là, c'est de savoir pourquoi. Que Justin Trudeau nous explique pourquoi il refuse son entrée. Question principale. Monsieur le député Lépinière. Monsieur le Président, sur l'iniquité du per diem en CHSLD privé versus le public, il y a 30 millions de dollars de tablettés et la ministre responsable des aînés dit qu'il y a des négociations en cours et qu'il faut ouvrir les contrats un par un. Ce n'est pas le cas. La dernière rencontre de discussion a eu lieu le 4 avril dernier, rien depuis. Le 21 novembre, l'Association des établissements de longue durée privés envoie une lettre aux deux ministres, surtout au Trésor, pas de réponse. L'Association dit au Trésor, si vous voulez nous conventionner par un contrat, pas de problème, mais ça ne peut pas attendre 2 ans. Alors, Monsieur le Président, ils leur disent aussi, il faut le faire globalement, puis c'est comme ça que ça se fait au public. Entre-temps, il leur faut une bouffée d'air frais budgétaire. Elle existe, c'est simple. Étendre à tous les établissements privés la circulaire autorisant un per diem à 250 $. C'est extrêmement simple, Monsieur le Président, et ça permet la négociation. Monsieur le Président, pourquoi le président du Conseil du Trésor n'emprunte-t-il pas cette simple voie? Madame la ministre responsable des aînés et des proches aidants. Monsieur le Président, si cette situation avait été si simple, pourquoi le député de la Pinière, qui était alors ministre de la Santé, a permis qu'il y ait des différences entre des per diem pour les CHSLD privés et des per diem pour les CHSLD privés conventionnés? Comment a-t-il pu accepter cette situation-là qui est inacceptable? Parce qu'il faut comprendre que si on reçoit un per diem de 165 ou 180 $ dans un CHSLD privé, on ne peut pas offrir la même qualité de soins et de services que dans un autre CHSLD privé conventionné qui peut recevoir 240 $.
Ce qui nous importe, Monsieur le Président, c'est de faire en sorte que le per diem, l'augmentation du per diem, aille en salaire pour augmenter le salaire du personnel qui œuvre dans les CHSLD privés conventionnés. Et je vais reprendre le député en lui disant qu'on a commencé à négocier, entre autres, dans la capitale nationale, dans les Laurentides et dans la Naudière et en Montérégie. Première complémentaire, la parole appartient au député. Monsieur le Président, il était une fois une époque où il y avait moins de dollars. Maintenant, il y a une époque où il y a beaucoup de dollars. Et quand on a beaucoup de dollars, on agit. Et agir, Monsieur le Président, s'il est nécessaire, on prend des mesures transitoires. Et aujourd'hui, les gens disent, vous voulez faire de la négociation? On l'a fait. Il n'y a pas de problème. Ça arrivera à destination. Entre-temps, vous pouvez appliquer une mesure transitoire qui consommera l'abondance dont vous avez disposé grâce à nous et aura un excellent effet en employant et payant mieux des préposés pour donner d'excellents soins. Pourquoi vous ne le faites pas? Madame la ministre responsable des aînés. L'équité, Monsieur le Président, ce n'est pas une question de dollars. C'est une question de respect, de dignité envers les personnes qu'on prend, que le ministère achète des places. Comment le ministère de la Santé et des Services sociaux, quand il était ministre, a-t-il pu acheter des places où ils offraient des per diem plus bas que dans d'autres endroits? Comment ce gouvernement a-t-il pu tolérer ça? On a de la chance de pouvoir avoir 30 millions de dollars pour être en mesure de réparer cette inéquité. On est en train de le faire et je vous assure, Monsieur le Président, que nous allons aller au bout de ce complexe, de cette complexe situation et que nous allons régler tous les cas. Deuxième complémentaire, Monsieur le député. On est attentif à vos propos. Monsieur le Président, les dollars sont là. Si je fais le parallèle avec l'assurance parentale, ça a pris une semaine pour le régler. Aujourd'hui, ça prend une signature pour le régler. Est-ce que le premier ministre va faire le bon geste pour démontrer que les résidents CHSLD privés valent autant qu'au public? Ça ne prend qu'une autorisation du Trésor, une signature, pas de loi, pas de règlement, une signature et on a une mesure qui vient aider les aînés. Monsieur le Président du Conseil du Trésor. Monsieur le Président, si c'était si simple, ça aurait dû être fait depuis très longtemps. Alors, ce que nous sommes en train de faire, grâce à la grande collaboration que j'ai avec la ministre, aux aidants, je crois qu'il est important de tenir compte qu'au cours des prochaines semaines, nous allons déposer nos offres pour l'entièreté de la fonction et de l'administration publique. Il nous sera excessivement possible de tenir en considération non seulement ce que l'on fait pour les préposés aux bénéficiaires, mais pour le reste. Et je crois que nous aurons une approche intégrée dont les clients seront très contents. Et c'est à nous de le faire de la bonne façon, ce qui n'a pas été fait par le passé. Question principale, Monsieur le député de La Fontaine. Oui, merci, Monsieur le Président. En mars 2018, le scandale Cambridge Analytica a éclaté. Il s'agit d'une société qui a utilisé les données personnelles de 50 millions d'utilisateurs Facebook pour développer un logiciel permettant d'influencer le vote d'électeurs américains. Au Québec, nous avons alors collectivement réalisé que nous ignorons la nature et la quantité des renseignements que les partis politiques provinciaux ont sur les électeurs. En fait, notre loi n'encadre aucunement les partis politiques à ce chapitre. On doit y voir. En février dernier, le directeur général des élections a produit un important rapport sur le sujet. En mai, nous avons entendu en commission le DGE sur son rapport. Il nous demandait alors de questionner les autres intervenants dans le dossier. En séance de travail, les députés de la CAQ ont à plusieurs reprises refusé que le travail se fasse. Comment le gouvernement, Monsieur le Président, et au premier titre la ministre de la Justice, peut-elle être en ce moment en train de rédiger un projet de loi sans avoir fait la réflexion? Madame la ministre. Bon, oui, merci, Monsieur le Président. Bien, ça me permet justement de mettre de l'avant ce que nous sommes en train de faire, nos actions. Mon collègue, le ministre des Finances, travaille sur les agences de crédit. Je travaille présentement avec mes équipes sur 3 aspects, c'est-à-dire encadrer la protection des renseignements personnels dans le domaine public, également dans le domaine des entreprises privées et également dans le domaine des partis politiques. On va très certainement, si ce n'est pas déjà fait, solliciter mon collègue et sa formation politique pour avoir son opinion sur la question.
mais nous travaillons sur ces questions-là, Monsieur le Président. Nous travaillons sur la question du consentement. Nous travaillons sur la question de bien informer les gens sur l'usage de leurs renseignements personnels et à la base sur quels renseignements personnels aussi sont détenus par les diverses entreprises. Nous travaillons sur le rehaussement des obligations à la base en amont pour éviter que la fuite ou le vol de données personnelles se fasse, mais nous travaillons également sur les conséquences pour inciter ces entreprises privées, ces entreprises publiques-là à avoir les meilleurs standards et nous le ferons en fonction des meilleures pratiques qui ont cours présentement, Monsieur le Président. Question principale, Monsieur le leader de l'opposition. Oui, Monsieur le Président, je suis très choyé d'entendre la ministre de la Justice dire qu'elle a hâte d'entendre notre opinion. Mais nous sommes d'opinion qu'avant d'émettre une opinion ou de rédiger un projet de loi, il faut écouter les gens qui sont directement interpellés par ça, les associations de consommateurs. Elle est en train, Monsieur le Président, de rédiger un projet de loi qui va couvrir, et elle vient de l'affirmer, 3 grands chapitres. Les renseignements personnels dans le domaine public, ça c'est le ministère de la Santé, c'est Revenu Québec. Les renseignements personnels dans le domaine privé, c'est Desjardins, c'est toutes les entreprises. Et un projet de loi qui aura comme 3e chapitre les partis politiques. Il a été imposé une commission où uniquement 6 intervenants ont été entendus sur Desjardins, Monsieur le Président. C'est un fait de la vie, mais là, il y aura un rappel au règlement. Monsieur le leader du gouvernement, rapidement, on est en réponse aux questions. J'aimerais qu'on complète cette période de belle façon. Monsieur le leader, je vous écoute. On prête des intentions. On dit que la commission a été imposée. Je vous rappellerai que dans notre démocratie, c'est le vote de l'Assemblée nationale, c'est l'Assemblée nationale qui a conféré un mandat à la Commission des finances publiques. C'est important de rappeler à l'ordre le leader de l'opposition officielle. Le leader de l'opposition officielle, je vous demanderais d'être prudent en finalité de la période de questions. Je pense que vous avez une question, vous étiez en train de la dire. Moi, je souhaiterais que vous la complétiez pour avoir une réponse. Oui, c'est ça. Sauf le leader, vous ne souhaitera pas qu'on la complète parce que, Monsieur le Président, honnêtement, on vient toucher à quelque chose de sensible chez lui. C'est pour ça que vous n'avez pas sanctionné son rappel au règlement. On demande de savoir, je suis toujours sur ma question, il me reste 5 secondes. Bon. S'il vous plaît. Non, à ce moment-ci, soyons prudents dans les propos, dans les échanges. Il reste quelques secondes pour compléter votre question, mais à peine. Pour une réponse de la ministre, je vous demande tous votre collaboration de compléter sur le fond de la question. Pour arrêter d'être amateur et brouillon, peuvent-ils réfléchir avant de faire un projet de loi? C'est ma question. Monsieur le leader, c'est ma question. Que le leader de l'opposition officielle a C'est ma question. Amateur. Je vais vous demander encore une fois. Non, je vais vous demander encore une fois, il reste peu de temps. Je vous demande de terminer et d'avoir maintenant la réponse. On a déjà entendu ces propos-là, vous le savez. Je vous demande maintenant de compléter la réponse avec Mme la ministre. Oui, Monsieur le Président, vous allez me permettre de me sentir, par contre, personnellement insultée par les propos de mon collègue. Jusqu'à présent, je fais mon travail de façon adéquate, je consulte, je discute. On a d'ailleurs une commission parlementaire qui s'apprête à commencer dans quelques minutes, moi et lui. Alors, j'espère que le ton changera. Mais il sera agréablement surpris quand on déposera nos projets de loi, Monsieur le Président. Voilà qui complète la période de questions et de réponses orales. Merci à tous. Madame la vice-présidente.